Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Camille Barbier, directeur des gestions d'Ecofi Investissement. Bonjour. Bonjour. Alors hier, on a eu des marchés en baisse, moins 1,41%. Ce sont surtout les politiques monétaires des banques centrales qui tirent les marchés. On a ces prochaines réunions, la BCE début décembre et la Fed mi-décembre. Alors on en attend beaucoup. Le consensus est plutôt pour finalement un renforcement du QE pour Mario Draghi et d'un relèvement des taux de la Fed. Vous, quel est votre scénario, notamment pour la BCE qui va être la première à se réunir? Pour la BCE, c'est assez clair. Nous, on anticipe une action assez agressive de la BCE. Je pense que les dernières sorties de Magic Draghi, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça, ont été très très positives pour les marchés. On pense qu'il va encore surprendre positivement, et notamment concernant le taux de dépôt. Je pense que c'est le point qui, à mon avis, est le plus important en fait dans la stratégie d'assouplissement quantitatif. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Nous, on attend, les marchés attendent moins 0,30 sur le taux de dépôt. On est à moins 0,20. Je pense qu'on peut aller plus bas, on peut aller à moins 0,40, moins 0,50. Même si ça paraît assez agressif, je pense que l'idée de Draghi en baissant le taux de dépôt, c'est vraiment de faire sortir tous les investisseurs qui sont sur les fonds monétaires, les fonds d'attente, les fonds d'épargne, et de les faire rentrer sur des fonds actions, des fonds plus agressifs. Et donc à partir de là, je pense que c'est la stratégie qui va être utilisée. Si vous regardez... Parce qu'aujourd'hui, malgré le QE déjà qui a été mis en place, il n'y a pas encore finalement les effets, vous estimez, sur les marchés, on n'a pas encore d'effet probant? Alors, si vous regardez les taux d'inflation anticipés, les break-even d'inflation, ils se sont légèrement redressés, mais on est encore largement en dessous de la target de la BCE qui est de 2%. Donc, avec la baisse des matières premières, c'est vrai que ça devrait continuer à être le cas en fait. Ça a beaucoup joué, c'est vrai, mais aujourd'hui, le QE tel qu'il a été mis en place est clairement pas suffisant pour reflater l'économie, ce qui est l'objectif premier. Mais on a vu pour autant que le canal du change avait fonctionné, puisque l'euro a perdu plus de 12% depuis le début de l'année, là, ce qui est particulièrement... On parlait en effet de l'alignement des planètes en début d'année, avec cet euro faible. L'alignement des planètes concernait aussi donc le pétrole, avec un pétrole donc en repli, et le soutien donc des banques centrales. On est encore plus là-dedans, encore dans ce contexte d'alignement des planètes, même dans un méga alignement des planètes, parce que l'euro est encore plus bas, et les pétroles aussi. L'effet devrait être donc plus important, non? Clairement, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui très surpondéré sur l'Europe. On pense que c'est l'Europe, paradoxalement, et c'est vrai que certains grincheux nous disent, malgré la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, on n'est qu'à 1,5% de croissance en zone euro, mais je pense qu'il faut laisser le temps à la zone euro, il faut laisser le temps à Mario Draghi de mettre en place ces mesures, que ces mesures puissent produire tous leurs effets sur l'économie. Et c'est pour ça que chez Ecofi, on est très très positif sur l'année 2016 et 2017. On pense qu'il y aura un effet d'entraînement assez fort. Quand vous regardez d'ailleurs, l'INSEE a récemment publié son enquête de confiance des chefs d'entreprise. On est au plus haut depuis 2011. Donc vous pensez qu'il faille finalement en remettre une couche du côté de la BCE, alors qu'on est quand même dans certains signaux qui montrent que la reprise économique quand même commence à se matérialiser? Moi je pense que d'abord il faut laisser du temps à Mario Draghi, aux effets, à la politique de Mario Draghi de faire ses preuves. Mario Draghi veut amplifier encore le mouvement, ce qui à mon avis est une bonne idée. Et il faut laisser à la zone euro, troisièmement, le temps de passer les stigmates du passé. Il ne faut pas oublier que par rapport aux États-Unis qui n'ont pas connu de crise souveraine, nous on sort d'une crise souveraine historique en 2012. Et donc il faut du temps pour se redresser, et là on est en train d'y arriver. Quand vous regardez par exemple l'offre, le stock de crédit, c'est la première fois depuis juillet, depuis l'été, que les stocks des crédits est repassé positif. Vous avez une croissance du crédit en zone euro. C'est très positif. Et c'est ça qui, aujourd'hui, c'est l'élément premier qui nous permet de croire à ce développement de la croissance en 2016 et en 2017 en zone euro. Lorsque l'on voit par exemple des pays comme le Japon, qui a une politique monétaire très agressive et qui n'arrive pas à sortir de cet environnement déflationniste, lorsque l'on voit aussi les États-Unis, qui ont eu 10 ans de quantitative easing et qui finalement commencent à avoir une économie un peu plus robuste, mais beaucoup disent que ce n'est pas encore suffisant. Est-ce que vous estimez quand même qu'aujourd'hui les politiques monétaires vont dans le bon sens et qu'elles sont suffisantes?
Alors, d'abord, d'un point de vue financier, je suis très content des politiques monétaires parce que c'est vrai que ça permet de refléter les actifs financiers. Donc, en tant que gérant et en tant qu'épargnant, on devrait être assez content. Maintenant, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que la croissance potentielle dans tous les pays que vous avez cités, dans les zones développées, a été fortement abaissée par la crise financière. Donc, par exemple, quand on a comme hier 2,1% de croissance aux États-Unis, on est sur la croissance potentielle. Voilà. La croissance potentielle est encore plus basse en zone euro. Là, aujourd'hui, on est sur la croissance potentielle en zone euro. Donc, il ne faut pas s'attendre à des taux de croissance tels qu'on les avait par le passé. Le Japon, c'est pareil. Le Japon, vous me parliez du Japon, le Japon est enfermé dans une spirale déflationniste liée à on va dire, la réduction de sa population active, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis en zone euro. Donc, le Japon, c'est vraiment un cas à part où la politique monétaire, finalement, ne sert pas à grand-chose d'un point de vue économique, puisque ça permet surtout d'évaluer le yen, d'augmenter les profits des entreprises japonaises, mais on voit que derrière, ce que cherche Shinzo Abe, c'est-à-dire d'augmenter la consommation des consommateurs japonais, ne fonctionne pas puisque les salaires n'augmentent pas. Donc le Japon, c'est vraiment un cas à part. Il faut, à mon avis, vraiment le mettre de côté quant aux conséquences de la politique monétaire. Alors je pense qu'ils vont continuer encore à en rajouter, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont que ça à faire pour essayer que ça voilà, mais là ils sont retombés en récession malgré leur QE. Je pense qu'en zone euro et aux États-Unis, et surtout en zone euro, on n'est pas du tout dans cette situation. On a des réserves de croissance importantes et la machine est en train de repartir. C'est vraiment important. Quand vous écoutez les chefs d'entreprise, vous sentez vraiment qu'il y a une dynamique interne qui est en train de se créer. Alors voilà, le pétrole, ça contribue à ça, mais il ne faut pas uniquement regarder le pétrole que sur 2015. Je pense que ça aura un effet d'entraînement, comme le change, beaucoup plus important en 2016 et 2017. Alors la Fed, donc, qui se réunit mi-décembre, elle va au contraire devrait arrêter ses politiques de soutien à l'économie, donc relever ses taux. Beaucoup estiment que ça pourrait être une toute petite augmentation, et après un rythme très progressif. Vous, quel est votre scénario? Je pense aussi que ça va être le cas. Ce qui caractérise la Fed, c'est son pragmatisme. Donc là, clairement, ils se sont engagés à travers de multiples interventions à relever les taux en décembre. Donc, je pense qu'ils vont le faire, même si en septembre, ils nous ont surpris. Personnellement, je pensais qu'en septembre, ils allaient relever leurs taux. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que 15 jours avant, la bourse chinoise avait explosé. Donc, ils sont pragmatiques, ils se laissent du temps. Là, aujourd'hui, vous avez eu les chiffres de l'emploi en novembre qui ont été superbes. Vous avez un salaire horaire qui est en croissance de 2,5% sur un rythme annuel. Donc vous voyez vraiment que l'emploi qui est avec la consommation qui sont les principaux facteurs de croissance américaine sont là. Et donc je pense que c'est le bon moment. Mais vous allez voir, Yellen, elle va vous dire, j'augmente mes taux de 25 points de base, mais rassurez-vous, derrière, on va faire très attention, on regarde toujours les chiffres économiques. Donc c'est pas pour autant qu'on va avoir une croissance des taux Fed Fund tous les 2 mois. L'impact du coup sur les marchés devrait se faire ressentir de façon très minime? Alors personnellement, c'est vrai que j'entends beaucoup de choses là-dessus. Je pense que l'effet il ne va pas y avoir d'effet en fait, parce que c'est tellement anticipé. C'est déjà dans les cours selon vous? C'est déjà dans les cours sur les pays développés. Sur les pays émergents, c'est la même chose, même si j'entends beaucoup de choses là-dessus. Je pense que quand vous écoutez, il faut bien écouter les banquiers centraux des pays émergents qui vous expliquent depuis maintenant 6 mois, qui expliquent à Madame Yellen, augmentez vos taux, qu'on en finisse avec ce cirque, avec ce mauvais scénario, qu'on sache enfin où on est pour que les investisseurs puissent revenir. Vous avez plusieurs centaines de milliards de dollars de sorties de capitaux depuis le début de l'année des pays émergents. Je pense que les ajustements ont été faits. Il y a des problèmes au niveau des pays émergents, le niveau de la dette qui est certainement excessif. Donc il va falloir surveiller ça. Et je pense que Yellen est particulièrement vigilante sur ce point. Et j'ai pas beaucoup de craintes. Nous, on est très positifs sur la fin d'année et le début d'année prochaine. Alors, vous êtes positif sur quoi, du coup? Sur les actions, sur les actifs risqués? Alors, sur les actifs risqués, oui. Sur les actions, oui. Mais pour tout vous dire, il faut être clair. Aujourd'hui, on est dans une économie où l'épargne est largement supérieure à l'investissement. Donc, vous avez, quand les choses vont bien, comme en ce moment, par exemple, depuis quelques semaines, vous avez les actifs qui montent tous. Et puis, au moindre stress, vous avez l'argent qui repart, qui sort des actifs.
Et donc pour ça que nous on privilégie plutôt, alors les actions on aime ça mais d'un point de vue tactique et sur certains secteurs, ce qu'on privilégie avant tout c'est les obligations, le high yield. Voilà. Moody's a sorti une étude la semaine dernière sur le taux de défaut en zone euro des obligations high yield. On est à peu près à 2% et le high yield paye 4,5-5%. Donc voilà, pour les investisseurs qui ne veulent pas prendre énormément de risques, parce que les entreprises aujourd'hui sont bien gérées, les niveaux de leverage sont assez faibles, vous avez 5% à prendre de façon pas vraiment risquée. Voilà. Donc moi je préfère personnellement le high yield, les actions oui, mais d'un point de vue le high yield en Europe. Et aux États-Unis c'est toute une affaire différente. Vous avez beaucoup d'entreprises pétrolières ou liées au secteur de l'énergie aux États-Unis, à peu près 30% du marché. High yield Europe et actions européennes. Actions européennes, voilà. Mais sur les actions sur de la croissance visible, c'est-à-dire des secteurs sur lesquels on a une visibilité claire sur la croissance, donc ça peut être la santé, l'éducation, le traitement des déchets, des secteurs de ce type-là sur lesquels la croissance ne fait pas de doute pour nous dans les années à venir. Merci Camille Barbier, directeur des gestions d'Ecofi Investissement. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.